Monsieur Vincent Le Serre nous rejoint. Alors, les questions sont ouvertes. Vous avez certainement beaucoup de questions. Un micro est dans la salle. Et sinon, bon, on va veiller à retranscrire vos questions. Une première question, peut-être? C'est toujours la plus difficile. Là-bas. Alors, je vais écouter la question de monsieur. Je vais la répéter. Dites-moi. Je pense que c'est que ça. Alors, les robots ont manqué d'empathie. On a dit que les robots manquaient d'empathie tout à l'heure. Or, il y a un robot qui est empathique, qui s'appelle Geminoid F. Geminoid F. C'est un japonais qui travaille dessus. C'est un japonais qui travaille dessus. C'est un robot. Allez-y. Oui, c'est un japonais qui travaille sur le Geminoid F, et c'est un robot anthropomorphe qui a été montré dans le film Sayonara. Donc sur Internet, on peut vérifier que ce Geminoid F est extrêmement bien travaillé par ce japonais, puisqu'il est capable d'empathie, capable de prendre des initiatives, capable d'exprimer sur son visage des émotions, dont la joie. Donc ça, ce n'est pas de la science-fiction, bien qu'on ait pu le croire en voyant le film. Bon. C'est celui qui ressemble à son créateur? Non, c'est une femme. C'est une femme? C'est une femme qui est dans un fauteuil roulant et qui assiste une personne qui est malade. Et oui, je vois. Voilà. Je vois. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la robotique. Hein. Par contre, ce robot qui simule l'empathie, je dis que c'est simulation parce qu'on est dans le logiciel de tous les cas. Donc c'est une suite de 0 et de 1, suite d'instructions. Et donc on simule l'empathie. C'est très efficace. Capacité à reconnaître le visage, voir si vous êtes triste, si vous êtes joyeux, si vous avez envie, si vous sentez bien ou vous sentez mal. La machine est très très efficace pour identifier vos actes mentaux. Par contre, elle ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Elle n'a jamais éprouvé la tristesse. Elle ne peut pas éprouver la tristesse. Ce n'est que du code, c'est du code logiciel. Donc à partir de là, on peut simuler l'empathie, on peut présenter une capacité à répondre à l'empathie. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des robots qui vont aider les personnes âgées, des robots qui vont pouvoir aider les gens dans leurs actes de tous les jours. Mais encore une fois, c'est que de la simulation. Et ça sera pareil pour Heure, où il y a la simulation d'amour, la simulation. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on aura envie d'être toujours un petit peu face à des robots simulateurs, ou est-ce qu'on a envie de rester avec des humains? Non mais attends, Vincent, en même temps, le fait qu'il y ait des capacités de simulation est assez prodigieux, parce qu'il me semble que, je vais dire un truc qui est sûrement iconoclaste, scandaleux, mais c'est pas tellement de problème que les machines aient de la réflexivité. Mettons que ce soit un horizon, et que là, en effet, on nous demande de regarder derrière l'horizon, mais on n'en sait rien. En revanche, ici, il y a quelques spécialistes universitaires des émotions, donc je vais peut-être dire des bêtises. Il me semble que l'émotion, c'est quelque chose de relationnel. Et l'émotion, c'est quelque chose de relationnel, quelle qu'elle soit. La peur, la pitié, la joie, tout ce qu'on éprouve subjectivement de manière très forte, est en réalité adressé dans ce que la phénoménologie a appelé l'intentionnalité. Regarde, on est capable de projeter affectivement des relations avec des animaux primaires, des insectes ou des, comment on appelle ça, les grenouilles, là, des batraciens, des trucs comme ça. Les gens qui sont pris d'empathie pour des grenouilles. On va dire, la grenouille, elle a un cerveau rudimentaire, elle a peut-être même pas, je sais pas, je suis pas un spécialiste de biologie, mais en tout cas, il y a une authenticité de l'émotion. Donc que la machine soit capable de reconnaissance et de simulation suffit à la qualifier comme un être que nous pouvons élire dans une relation d'empathie. Et je crois qu'on est dans l'intelligence artificielle là. C'est-à-dire la robotique, toutes les études sur l'affect et la robotique, qui renvoient à la capacité humaine fondamentale et fondatrice de l'humanité. On est humain parce qu'on a des émotions. Si on les a vis-à-vis d'une machine, et qu'elle nous renvoie quelque chose, d'une certaine manière, elle est intelligente. Elle a une intelligence sociale. Alors, elle n'est peut-être pas capable de faire la Joconde, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Alors moi, je suis assez d'accord avec ça. En plus, j'ai une expérience intéressante là-dessus. On a essayé, aux États-Unis, ils ont essayé de mettre des petits bounours pour les personnes âgées. On leur disait, si tu as envie de parler, tu parles au nounours, il y a un humain qui te répondra automatiquement. En réalité, ce n'était pas des humains qui répondaient, c'était des machines qui répondaient. Ça marche sur le nombre de personnes qui ont été traitées, ou traitées, c'est une façon de parler. Hein. Il y a moins de gens qui étaient en dépression
que ceux qui n'avaient pas les nounours. Hein, ça marche hyper bien. Mais moi, d'un point de vue moral, j'ai l'impression d'avoir trahi quand même mon espèce humaine. C'est-à-dire que autant ça peut être une expérience qui est intéressante, c'est parce qu'on ne peut pas mettre un humain derrière chaque personne âgée, c'est parce qu'on ne peut pas le faire qu'on se permet de faire ce type de choses. Il vaut mieux avoir un ami qu'un nounours. Oui, on est d'accord. Non, on va dire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ça. Moi, ça me gêne pas. L'important, c'est d'être lucide. Je préfère avoir un nounours qu'un ami. Il y a plein de filles qui pensent ça. On va prendre une autre question. Juste pour rebondir, effectivement, il y a un pays, le Japon, pour des raisons démographiques, qui mise énormément justement sur ce genre de... Deux questions. On a parlé des dangers un petit peu de l'intelligence artificielle, mais au niveau, factuel, direct et active. Il y a une danger toute bête qui est conséquentielle, qui est passive, c'est l'oisiveté de l'homme en face de tout ça, quoi. Plus ils vont faire des tâches à notre place, plus on va aller manger des McDo devant la télé, et puis peut-être, enfin, à voir. Et deuxième chose, l'intelligence... oui, tout à l'heure, Thierry disait que ça augmentait l'intelligence de l'homme. Est-ce que ça l'augmente ou ça simplement ça augmente notre niveau d'opérabilité? Point barre. Qui sait extraire une racine Qui sait extraire une racine carrée dans cette salle? Il y en a? Mon grand-père savait le faire de tête. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, hop, on a la racine carrée. Pas pour ça qu'on est moins con. Hein. Alors moi, je pense que honnêtement, c'est pas parce que la machine est capable de faire des tonnes de choses que nous, puis elle le fait très très bien depuis très longtemps, qu'on va moins se fatiguer. Moi, je vois les gamins, quand ils ont 12-13 ans, ils sont capables aujourd'hui de faire des vidéos sur YouTube, ils sont capables de s'informer comment faire une vidéo. Vous avez déjà essayé de faire une vidéo? C'est pas du tout évident. Hein. Moi, en tout cas, j'ai 12-13 ans, je ne savais pas faire ça. Aujourd'hui, ils savent faire. Ils savent faire des requêtes sur Internet, aller chercher l'information. Peut-être qu'ils ont moins d'informations que nous, gardées dans leur cerveau, mais ils n'en ont peut-être pas besoin avec toute l'infobésité qui nous surcharge. Donc non, moi je suis très, très intéressé que le cerveau humain soit plutôt stimulé par l'intelligence artificielle. Qui a envie de s'endormir devant la télé tous les soirs? En tout cas, il faut changer. Déjà, passer à Netflix, et puis ensuite, choisissez des bons documentaires. Non, vraiment, je pense que, au contraire, l'IA va prendre en charge tout ce qui est hyper routinier, hop, et nous, on va garder l'essentiel, aller boire des bières avec des copains, quoi. Voilà, c'est ça que je vois comme chose. Ça me paraît assez évident. Voilà. Là, je vais laisser. Juste, quand même, cette civilisation industrielle qui a été basée d'abord sur le travail des humains, souvenez-vous. Il n'y a pas si longtemps, vers la fin du XVIIIe siècle, ça apparaît. Elle nous a fait sortir du monde féodal. Évidemment, bon an, mal an, on est entré dans la société industrielle, c'est-à-dire démocratique. Qu'on le veuille ou non. La Révolution française, les révolutions européennes ont débouché sur la société qu'on connaît, qui n'est pas parfaite, mais qui est démocratique. Elle est démocratique pour une raison très simple. C'est qu'en fait, elle accepte en son sein la contradiction. Elle accepte la contradiction au lieu de la réprimer par la guerre. Tout ça est lié à nos manières de faire, parce que nous avons appris à œuvrer. Nous avons fait du travail un moyen du développement humain, avec toutes les difficultés qu'on sait, et au prix de l'exploitation parfois terrible. Maintenant, tout va mieux, on est passé au capitalisme post-industriel. Les machines travaillent pour nous, sauf qu'on va s'ennuyer sévèrement. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet ennui sévère? Alors, des nouvelles formes de culture. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que cette civilisation industrielle, elle avait été anticipée, parce que notre culture, c'est un millefeuille. Elle avait été anticipée par la Renaissance, et donc par l'humanisme. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Les rencontres philosophiques d'Uriage ont lieu le week-end qui vient sur « Faut-il réinventer l'humanisme ?» C'est une vraie question, donc je vous invite tous à Uriage, ce week-end, sur cette question cruciale pour notre question aujourd'hui, la culture technique a-t-elle tué la culture humaniste? Le goût des livres, le goût des relations humaines, le goût des valeurs éthiques. Je ferme la parenthèse, mais pour vous dire, je vais encore une fois nous faire peur, je ne joue pas à nous faire peur, je pense que la réalité, en général, ça fait quand même pas mal peur. Il me semble qu'après la civilisation industrielle, quand les gens s'ennuient, quand ils ont aussi un vide spirituel, puisqu'on a aussi tué les religions, soit ils réinvestissent massivement le religieux, soit, ce qui va avec, ils font la guerre, parce qu'ils s'ennuient.
Les formes sporadiques de violence qu'on voit émerger ici et là, c'est intéressant de consulter les psychanalystes là-dessus, une autre science humaine et sociale, qui nous dit que la clinique est en train d'évoluer. On a de moins en moins de névrosés, des gens capables, comme vous et moi, de se maintenir, de faire des cauchemars parce que notre désir ne passe pas à l'action, et on a de plus en plus de psychotiques, de délirants. Donc il me semble quand même, pour tempérer moi je suis assez optimiste aussi, hein, je suis joyeux de nature, mais on peut être assez inquiet sur le fait que les machines travaillant pour nous risquent de nous désocialiser, pas parce qu'elles le font naturellement, mais parce qu'on a surinvesti le travail. L'activité laborieuse qui faisait de nous des machines moins perfectionnées que les machines. L'avantage du travail, c'est que ça nous socialisait. Quand on se tuait à la tâche, on était plus calme. Avant, on faisait la guerre, on s'agressait les uns les autres. Alors ça peut être intéressant quand c'est des tournois, quand c'est une forme ritualisée, quand c'est du sport par exemple. Peut-être on peut imaginer qu'il y aura de plus en plus de sports assistés par des machines. En effet. Moi, il y a quelques sports collectifs que j'adore. Ils sont déjà assistés par la chimie, ces sports. Ils sont dopés, les mecs. Mais on y va doucement, vous voyez. Et c'est une forme rituelle de la guerre qui médiatise la violence, qui la ritualise. Mais si on ne fait pas ça, si on ne continue pas à se socialiser en inventant des jeux, par exemple, des jeux où on risque gros, où on parie dessus, où les mecs qui jouent, les personnes qui jouent leur vie, eh ben, il risque d'y avoir des formes brutales de barbarie, de décivilisation. Et c'est pour ça que Terminator a peut-être déjà commencé. Les algorithmes financiers qui créent la valeur pour les entreprises alors qu'on ne travaille pas, c'est une forme de Terminator, d'une certaine manière de barbarie du fait de la technologie. C'est plus le travail, depuis longtemps, qui indexe la valeur de l'entreprise. Ce sont ses actifs financiers. Et ce n'est pas les humains qui les opèrent, ce sont des machines qui calculent beaucoup plus vite que nous. Donc la réalité, elle est mitigée comme toujours, vous voyez. Hein, vous allez tous être vraiment très scrupuleux avec vos machines tout à l'heure. On prend une autre question ? Avec l'ADN, n'est-on pas du code alors que nous avons de l'empathie ? Vous avez entendu la question ? Non. Avec l'ADN, n'est-on pas du code alors que nous avons de l'empathie ? Voilà, c'est une question de biologiste, on n'a pas de biologiste avec nous là. C'est joli comme aphorisme. Écoutez, on a évoqué, Vincent l'a un peu évoqué, moi j'ai mentionné avec Bergson la vie. Les artefacts, si on prend beaucoup de recul, les artefacts humains sont les créations d'êtres vivants, les humains. Donc d'une certaine manière, on peut dire que nous tendons, en effet, à créer des êtres avec du code qui ont de l'empathie. Moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Hein, on disait tout à l'heure, on n'en est pas là. Si, soyons clairs, la conscience et l'intelligence dont on parle depuis tout à l'heure sans les définir, elles ont vraiment à voir avec la capacité à goûter sa propre empathie. C'est l'émotion qui fait de nous, on a coupé, cartésien que nous sommes, l'émotion et la conscience. Pour vous et moi, dans la vie ordinaire, qui ne sommes pas, en tout cas pas pour moi, d'un très grand mathématicien, la subjectivité, c'est une forme d'émotion, c'est une forme de vécu personnel. Donc il est bien clair que si la machine éprouve de l'empathie, elle a une subjectivité. Mais je pense qu'on en est loin pour l'instant, c'est derrière l'horizon. Je vais changer un tout petit peu la question. Je veux dire, pourquoi que l'empathie ? En fin de compte, il y a plein de choses qui nous qualifient, nous humains. Il y a l'empathie, il y a la création, la transgression, le fait qu'on fait confiance aux autres, l'intuition. Il y a tout ça que pour l'instant, on est des années-lumière que la machine puisse nous remplacer, quoi. Alors je ne réponds pas tout à fait à la question, hein, mais c'est pour vous dire juste que on est très en avance sur la machine. Et il reste beaucoup d'activités encore à vivre, à créer dans le futur, où la machine n'arrivera pas du tout à la cheville, quoi. Quand on mesure l'intelligence aujourd'hui, il y en a beaucoup en ce moment qui parlent beaucoup d'intelligence artificielle en essayant de mesurer l'intelligence humaine pour la comparer à l'humain. On ne mesure qu'une toute petite partie avec le QI de la vraie désintelligence déjà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. On n'est pas menacé par la machine dans nos actes quotidiens. Oui, si vous faites des métiers, si vous faites des activités très routinières, très répétitives. Voilà, je voulais juste laisser... Alors, une autre question. Plus que 2 questions. Alors de mon côté, j'en ai 2 là.
Bon, 3 Tout d'abord, questions. merci tous les deux pour votre On va essayer d'être bref. conférence. Moi, par rapport à ce que vous avez évoqué, l'apprentissage de la machine par le renforcement, moi, c'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire, quelque part, est-ce que ça ne peut pas nous entraîner à un manque de contrôle à l'arrivée? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'algorithme par renforcement, c'est un type d'algo très simple qui va faire que la machine va jouer contre elle-même. Et à un moment donné, soit il y a une fonction d'évaluation qui dit c'est bon, le résultat est bon, ou le résultat est mauvais, quoi. Et donc, c'est encore l'humain qui définit la fonction d'évaluation. Et dans tous les cas, tout ça, ce sont des programmes. Quand on lance un programme sur un marché, même le programme d'aujourd'hui, il est testé, il est validé, on contrôle son résultat. Donc là, j'ai envie de dire, non, c'est un peu un faux problème pour l'instant. Évidemment, si on parle renforcement comme pourrait l'avoir un enfant, encore une fois, je ne suis pas un biologiste et je ne suis ni quelqu'un qui travaille en neurosciences, mais pour l'instant, il y a une vraie grosse différence. On utilise les mêmes mots, mais ce n'est pas du tout les mêmes fonctions cognitives. Une autre. Oui, et puis voilà, moi je ne suis pas à même de juger sur le fond de la capacité des algorithmes dans leur propension à mimer les humains. Je dirais simplement qu'un des dangers qu'on n'a pas beaucoup évoqué ce soir, mais qui est un réel danger, au-delà de ça, c'est simplement le fait que nous produisons des données qui enrichissent les GAFA, et nous sommes des producteurs qui sommes spoliés tant dans la valeur de ces données, on les produit et on les paye, quoi, si vous voulez, après, on paye le résultat, que dans le contrôle des données. Un enjeu majeur pour l'humanité aujourd'hui, vu la production des données, c'est le contrôle de ses propres données, la transparence des données, les biais de construction des données, qui fait que, d'une certaine manière, malgré tout, je ne suis pas ce que mes data, les data que je produis, disent de moi. Et pourtant, on pourrait croire. Mais d'une certaine manière, ces data qui signent mon comportement, si vous voulez, ma vraie personnalité se trouve en dehors de ça. On a vraiment un problème du fait que nous allons être contrôlés par nos data, alors que nos data, c'est pas nous. Vous voyez, c'est des problèmes comme ça qui se posent aujourd'hui, je crois. Il faut être très vigilant là-dessus. Il faut trouver des moyens démocratiques. C'est là que se joue, à mon avis, l'éthique de l'IA, dans la construction des algorithmes et dans la maîtrise des data produits par les algorithmes. C'est une question finalement beaucoup plus simple. Enfin, si j'ose dire. Madame ? Vous nous avez recommandé de construire des utopies. Alors, j'en ai construit une, Bravo, quelle vitesse. que les machines intelligentes nous remplacent dans toutes les tâches et nous libèrent. Et donc, que les profits soient également répartis sur tous les hommes et toutes les femmes de la Terre, ce qui leur permettrait un mieux vivre, et ce qui permettrait peut-être aussi d'éviter les guerres. Écoutez, on peut applaudir. Non, mais c'est puissant. Parce que madame ne prône rien d'autre que la fin du judéo-christianisme. Moi, il me semble que le travail tripalium, hein, le fameux tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, la fameuse torture qu'est le travail, vous voyez, on n'a gardé qu'une chose du judéo-christianisme dans la société moderne, très, très coupée de la spiritualité, à savoir la torture du travail. Et si les machines travaillent pour nous, si elles nous remplacent dans la plupart des tâches, il faut aller jusqu'au bout et assumer la vie, comme dit Hannah Arendt, la vie de la véritable action, d'être véritablement actif, se cultiver dans le loisir, l'osium. Donc pour ça, il faut des cadres structurellement favorables à ça, c'est-à-dire un revenu universel garanti. On va prendre une autre question. Il y a une question. Monsieur ? Oui, nous n'avons pas évoqué les destructions massives d'emplois dans plusieurs domaines qui vont être provoquées par l'introduction de ces nouvelles technologies et du coup une crise majeure auquel va être confrontée notre société. Oui, je ne sais pas répondre à ça. Enfin, écoute, je lis beaucoup d'articles là-dessus. On a du Capgemini, on a le gouvernement, on a plein de choses qui ont fait des articles. Il y a d'un côté 4 millions de chômeurs, genre 4 millions de chômeurs potentiels. De l'autre côté, on va en créer 5 millions. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et je peux vous dire, sur le nombre de rapports que je lis, il n'y en a pas un qui a des faits
mesurable en disant voilà, c'est bon, on va avoir tant d'impact sur la société. On ne sait pas trop en fin de compte. On ne sait pas trop. On est à la fois en train de se dire bah oui, tous les 30 ans, il y a un tiers des métiers qui disparaissent et il y a un tiers des métiers qui réapparaissent. Un truc sûr et certain, c'est que c'est sûr qu'il faudra être on va dire, formé pour être dans les métiers du futur. En clair, il n'y a pas de place pour les métiers peut-être simples, peut-être que l'empathie est à revoir. Je ne sais pas. À mon avis, on va créer beaucoup plus d'emplois que ce qui va disparaître. Mais ce ne sont pas les mêmes emplois qu'aujourd'hui. Et ne seront pas rémunérés de la même manière. Après, je pense qu'il va falloir travailler. Le mot travail que Thierry parlait tout à l'heure, on va le renommer en activité et il y aura plein de choses qui ne seront plus du travail. Ça fait 6 000 ans que le travail est au cœur de nos vies. C'est possible qu'il va falloir qu'on change au moins cette idée-là. Moi, je ne peux que converger. C'est très incertain. Moi, je lis aussi beaucoup à ce propos et je crois qu'un point commun, on est très différents dans nos activités professionnelles, mais on est très sollicité par des organisations privées et publiques sur ces questions. Il y a une vraie inquiétude que chacun peut ressentir et on est devant une grande transformation, ça c'est incontestable. Moi qui vous parle, je suis pédagogue. J'ai commencé en 1988 à enseigner la philosophie en lycée technique. C'était pas le même métier. C'est ce que je me tue à dire à mes collègues au département de philo. Moi, je suis plus au département de philo. Je suis dans un institut de management. J'ai choisi ça précisément parce que je pense que les formes d'apprentissage de la philosophie, de la sagesse, de l'épistémologie, tout ce qu'on fait en philosophie, sont inadaptés aux activités de demain. Il faut commencer à tout transformer. Et l'université, de ce point de vue, est en difficulté par rapport aux écoles. Elle se transforme beaucoup plus lentement. Mais vous voyez, en tant que formateur, en tant que pédagogue, moi, votre inquiétude, que je peux imaginer dans ce que vous avez dit, je peux ressentir, je l'éprouve vraiment chaque jour, en disant à mes jeunes, attention, faites pas comme au département de philo, croyez pas que tout est éternel, imaginez vous-même l'emploi que vous pourrez avoir. Et donc, vous n'avez pas votre origine de management ou une origine d'ingénieur. Si vous devez aller chercher du savoir en psychologie, en sociologie, allez-y, on va vous aider. Donc, à mon avis, la redéfinition de l'activité, elle se fait par le décloisonnement que les régimes de savoir et de pouvoir, pour parler comme le philosophe Michel Foucault, ont installé depuis très longtemps. C'est très difficile d'opérer des changements sociaux parce qu'en fait, le plus difficile, c'est d'opérer des changements mentaux. Parce qu'eux-mêmes impliquent une gestion de l'angoisse, un rapport au vide qui est très difficile à faire. Le jeune qui aujourd'hui veut un diplôme parce qu'on lui a dit qu'il aurait un travail, il faut qu'il sorte de là, quoi. Parce qu'on ne sait plus bien ce que ce sera le travail demain. Et nous-mêmes, on n'en est pas responsable. Mais il faut assumer ça. C'est une crise, sans aucun doute sociale, mais en tout cas morale. Ça, c'est sûr. Une épreuve. C'est une épreuve. Nous prenons une dernière question. Moi qui vous parle, je suis éleveur d'enfants. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé au futur. Vous avez expliqué ce qui va se produire et ce qui nous attend. Et dans toute cette histoire qui a été racontée, y compris même en remontant dans le passé, il manque juste un tout petit détail. C'est à quel moment on nous a demandé notre avis. Et à quel moment nous avons collectivement décidé que ce futur-là était plus désirable qu'un autre, parmi toutes les options qui pouvaient s'offrir à nous, humains, qui avons une imagination assez développée. On en a assez fait la preuve. Et au fond, ce qui est admis dans cette soirée, mais comme partout ailleurs, c'est pas vous seulement, c'est qu'on y va, quel que soit l'avis que nous en avons. Pas du tout. Et que, en fait, ce qui nous est demandé, c'est simplement de nous adapter. Et d'ailleurs, on est assez braves parce qu'on s'est assez bien adapté. Ici, tous autant qu'on est, au fond, on s'est adapté. Vous avez aujourd'hui tous un smartphone, vous avez changé vos vies pour vous adapter à ça. Le seul petit détail, c'est qu'à aucun moment, collectivement, nous avons décidé que c'était cette forme d'organisation sociale, comme vous l'avez souligné, ça induit un changement d'organisation sociale. À aucun moment, nous l'avons choisi. Et c'est juste ce petit détail que je voulais souligner, parce qu'il me semble, c'est un détail, c'est vrai, mais c'est quand même important de le rappeler. Non. Je vais vous faire une remarque totalement cynique. Mais à quel moment on vous a demandé votre avis en général ? Depuis l'histoire de l'humanité. Alors, des moments importants, mythiques. La Grèce de l'Antiquité qui a inventé la démocratie, la Révolution française. Ça tombe bien, c'est nos mythes. C'est les mythes de l'Europe. Ça tombe bien, c'est le mythe politique qui fonde notre présence ici dans un espace public.
Attendez, vous n'avez pas compris ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On fait de la politique. On fait un exercice de pensée politique, comme disait Hannah Arendt. Mais pour qui vous les prenez, les gens qui sont ici? Ils ont écouté, ils ont participé. Leur opinion a changé. Ils vont s'exprimer. Ils vont peut-être jeter leur smartphone. Ou peut-être en acheter un autre, plus performant. Mais, enfin, écoutez, moi, je suis un spécialiste de pensée politique. Mon analyse de la technologie est politique. Je pense que c'était clair, non? Je ne suis pas un informaticien. Je le regrette d'ailleurs, Vincent, excuse-moi, mais un informaticien qui fait de la politique sera encore mieux. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors peut-être que vous n'avez pas compris, peut-être j'étais très nul, mais mon intention est politique de bout en bout, comme le dit Hannah Arendt ou mes saints patrons de la tradition humaniste républicaine comme Machiavel. On est ici pour évoquer des futurs. La Maïf nous a commandé, hein, Vincent, c'est la contrainte. Qu'est-ce qui se passe en 2050? On s'est regardé, on n'a pas bu une bière, mais on aurait pu, du genre, on n'en sait rien, quoi. Mais en tout cas, il y a tous les gens qui vont venir. Le taux de remplissage a été ultra rapide. Peut-être parce que vous êtes tous inféodés au GAFA, en fait. C'est pour ça que vous êtes là. Non, je ne crois pas. On est à Cessin, dans la proche banlieue de Grenoble, qui est un lieu où il y a un niveau de conscience élevé du point de vue technologique et politique, dont vous êtes, mademoiselle, l'expression d'ailleurs. Votre remarque, elle est très pertinente. Mais je m'érige contre ce que vous avez dit. Je m'inscris en faux. Moi, c'est bien ce que j'ai essayé de faire. Ne nous trompons pas. La relation que j'ai, ma dernière diapo sur ayez un rapport scrupuleux à vos machines, ça veut dire éventuellement arrêtez, changez d'opérateur ou bien n'ayez pas d'opérateur. Ben vous êtes en train de faire la tête, mais c'est bien ce que vous voulez aussi. Créer une sorte de choc de réflexion qui permet de savoir ce qu'on pense aujourd'hui et demain de la machine. Qu'est-ce que c'est qu'une relation démocratique à la technologie? Je ne crois pas qu'on va nous demander notre avis. Et je pense qu'on a des moyens d'action dans nos vies au plan individuel et au niveau des associations qui sont les nôtres, au niveau ensuite du vote qu'on exprime, au niveau de la reconfiguration politique qui est en train de se jouer. La dernière élection présidentielle était assez intéressante à ce titre, même si évidemment on reste dans le cadre de la constitution de la Ve République qui est très monarchique, on le sait bien. Mais vous voyez, on est ici à Grenoble, pour moi philosophe engagé dans une université qui a des ambitions sur le plan du savoir, Il s'agit bien de ne pas accepter les solutions technologiques toutes faites. Et Vincent l'a dit depuis le début, il y a les GAFA et tous les autres. Voilà, non, je dis avec un peu d'émotion. Moi, je tiens à vous dire que c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, peut-être j'ai raté. Hein. Moi aussi, je me suis posé cette question-là. Comment on pourrait agir et comment... Vous pouvez tous agir, en fin de compte. Ça a l'air de rien, on a des pouvoirs, le pouvoir de consommer. On l'oublie toujours, ce pouvoir-là. Vous pouvez choisir où vous voulez consommer. On peut être entrepreneur. On peut créer son entreprise. Je vous invite vraiment à voir que sur Grenoble, il y a plein de gens qui construisent leur entreprise. Boire une petite bière avec des entrepreneurs, c'est le top. Ouais. Ah, mais c'est important, c'est important. Donc après, oui, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'au moins on partage quelque chose. Et voilà, faut pas aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un monde à construire. On se sent peut-être impuissant, mais c'est pas vrai. Faites le petit pas de côté, allez voir les copains qui sont autour de vous. Vous verrez, il y a plein de gens qui ont plein d'idées et on peut changer le monde dans lequel on est. Vraiment. Hein. Je vous ai là. On termine comme ça ? Oui, je crois qu'on va terminer comme ça. On va remercier Monsieur Ménissier, Monsieur Le Serre.